Donc, le dossier avec les plages, je vous l'ai mis sur le serveur et j'ai même créé un accès rapide par un bit.ly qu'il suffit de taper dans la barre d'URL d'un navigateur. Voilà, et vous arrivez donc au dossier avec les plages. Je vais faire comme ceci. Là, ça, voilà. Là, ok. Voilà, le dossier avec les plages. Je vous ai mis les weblogs, comme ça vous voyez d'où viennent les images. C'est des images que j'ai été chercher sur le web. J'ai pas eu le temps de générer des images par IA. Et en plus, voilà, c'est des vraies images du web. Et vous avez un dossier avec les JPEG, donc vous avez téléchargé ça. Bon, les weblogs vous serviront pas vraiment, mais les images, oui. Comment est-ce que j'ai fait pour chercher ça? C'est tout bête. Dans bing.com, j'ai tapé Sundown Beach. J'ai demandé des images d'au moins 1500 pixels sur 1500. Ça, c'est dans les filtres que j'ai enclenchés. Et j'ai demandé des images Creative Commons. Donc, il y a plus de chances que j'ai le droit de les utiliser. Est-ce que je peux les utiliser à des fins commerciales ou pas? Ça, il faudra aller voir sur chaque page web qui contient les images. Quoi qu'il en soit, on a des images de plage et elles sont quand même assez marquées au niveau colorisation, ambiance. On ne peut pas dire que ce sont des images telles qu'on les trouve sur les banques d'images déjà retouchées. C'est des images un peu comme Monsieur Tout-le-Monde pourrait prendre, voilà, avec une forte dominante colorée. Voilà, voilà. Donc, on va jouer un peu avec ça pour voir comment on peut rapidement modifier l'ambiance colorée sur des images grâce à une technique qui existe depuis des décennies. C'est la technique de la pipette grise. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ressemble un peu en vidéo à la balance des blancs. Ça ressemble un peu à ça. En fait, il s'agit avec une pipette grise d'aller indiquer quelle est la partie de l'image qui est censée être grise. En général, on clique sur une partie qui était grise dans la réalité. Il y a du béton, par exemple, qui est gris, il y a des éléments dans l'image qui sont gris. On se sert de ça pour euh, corriger rapidement l'image, en fait. On indique à Photoshop quelle est la partie qui est grise dans l'image. Mais on peut l'utiliser aussi pour changer les ambiances de manière créative. C'est le même principe. Au point que c'est avec du gris et tout, et pas avec du blanc. Et il existe aussi la pipette blanche et la pipette noire, mais si c'est pour jouer sur les couleurs, on joue sur les tons moyens, pas sur les extrêmes, et ça influence la couleur. Alors, je vous montre ici, j'ai tapé charte couleur photographie, et il y en a certains ou certaines qui connaissent peut-être. Donc, il s'agit en fait d'échantillons comme ça, avec des échantillons de gris et de couleurs. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, il y en a certains, certaines qui ont déjà vu, je pense, oui. Ok, j'essaie ici, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer, d'autres types euh, Non, c'est la même masculine. Donc, l'idée, c'est que on veut neutraliser l'influence de l'éclairage qui a donné une ambiance colorée. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo, avec la charte, et puis on retire la charte et on prend la vraie photo. Et puis on va faire un réglage avec la photo, avec la charte, que ce soit dans Lightroom, Camera Raw ou Photoshop, on fait le réglage grâce à la charte qu'on applique sur la vraie image, ce qui ne contient pas la charte. Voilà. Ça, c'est le principe. Et les échantillons couleurs sont là pour faire des corrections couleurs plus avancées, en fait. Hein. Dans Lightroom, on peut faire ce qu'on appelle un preset qui va pouvoir s'appliquer sur toutes les images qui ont été prises dans ces conditions d'éclairage-là. Donc, puisqu'en fonction de la saison, de l'heure, de la situation géographique, on a un éclairage différent, en fait. Oui. Non, c'est intéressant à connaître. Ici, j'ai juste tapé ceci, je tombe sur d'autres images. Je vais peut-être ouvrir directement le site, on va aller voir ça, où on voit le modèle qui tient la charte, en fait, hein, le modèle qui va être photographié. Voilà, c'est ça. C'est le principe. C'est le principe.
OK. Là, j'ai pas les bons mots-clés pour vous trouver exactement tout ce que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas grave et en plus, j'ai un petit problème avec mon navigateur qui, me pose des problèmes comme ça, voilà. Voilà. Ah, ça, c'est une autre charte, standard qui est utilisée en photo. Et j'ai pas compris à quoi ça sert. Donc ça sert à faire des corrections couleurs. Plutôt que de faire les corrections couleurs manuellement dans Photoshop en jouant sur plein de réglages, on fait une première photo du modèle qui tient la charte, comme on le voit ici donc, et puis, voilà, avec cette photo-là dans le logiciel, que ce soit Lightroom, Camera Raw, Photoshop ou autre, même pas Adobe, hein, ça peut être autre chose qu'Adobe, on se sert des échantillons qu'on voit sur la charte pour voir quel était l'éclairage, qui baignait la scène à ce moment-là, et le but, c'est de neutraliser l'éclairage, c'est de revenir à un éclairage plus standard. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire, un tout petit peu ce qu'on va faire, mais nous, on va aller plus loin, on va être plus créatif. Donc ça, c'est une Mais alors, le danger, bah, c'est qu'il faut bien se dire que parfois, l'éclairage, on ne doit pas le neutraliser, il fait vraiment partie de la photo. Par exemple, ici, du coucher de soleil comme ça n'aurait aucun sens de neutraliser la photo, l'éclairage, je veux dire, neutraliser l'éclairage. Donc, voilà, l'éclairage fait vraiment parfois partie de la photo, en fait, hein. OK? Donc, méfiez-vous, ne vous dites pas qu'il faut systématiquement neutraliser l'éclairage, pas du tout, hein. Voilà, c'est pour faire des corrections, pour ramener ça à quelque chose de plus neutre, mais ça n'est pas toujours intéressant. Voilà. Voilà, ce genre de photos, voilà. Oui, techniquement, c'est possible de les corriger et de les ramener, dans une ambiance plus neutre, mais ça n'a pas de sens. OK, donc, vous ouvrez les 4 images, dans Photoshop et on va faire quelques petits tests. Je n'ai jamais testé sur ces images-là, on va voir. Voilà, alors voyons ça. Ben, dans ces images, si je les passe en revue, les avez ouvertes toutes les 4. Contrôle tabulation, on passe de l'une à l'autre. Vous connaissez ça? Contrôle tabulation. Et si je veux à un certain moment aller en arrière, par exemple ici je suis sur l'image orangée jaunâtre, je fais contrôle tabulation, je passe à la suivante, mais je vais revenir à celle d'avant, c'est contrôle shift tabulation. Voilà, comme ça, vous voyagez d'une image à l'autre, vous les passez en revue. C'est un truc habituel. Ça marche comme ça dans les navigateurs web aussi, hein. Si vous avez Firefox, je pense que c'est le même principe, ou d'autres navigateurs, ce sera le même principe. OK, donc voyons ça. Est-ce qu'on a éventuellement, oui, sur celle-ci, on aura peut-être une partie qui est censée être grise dans la réalité. Donc, on va peut-être pouvoir tester un peu comme si on avait une charte, on avait mis une charte, mais sauf que là, on l'a pas fait. Et donc, on va tester qu'est-ce qui se passe si avec la pipette, on va aller dire que ce gris-là est un gris neutre. Qu'est-ce qui va se passer? Avant, il faut bien régler la pipette. Vous avez la pipette dans la palette des outils, vous l'activez et on va aller dans la barre des options là au-dessus. Actuellement, la pipette, elle est réglée pour ne tenir compte que du pixel sur lequel vous cliquez. Un pixel. Sauf que le problème, c'est que quand on zoome là, il y a plein de pixels qui ont des intensités un peu différentes, hein, donc ce sera un peu du hasard. Si on utilise la pipette en échantillon ponctuel, suivant là où on clique sur la même zone, on va avoir des résultats complètement différents. Donc, il faut faire une moyenne. Et donc, c'est là que ça va servir ici, à la place d'échantillon ponctuel, de dire que je vais prendre en compte 9 pixels ou 25 pixels, etc. Là, on est quasiment à 1000 pixels, si je compte. Oui, c'est à peu près 1000, hein, voilà, etc. Voilà. Vous voyez, pour les très grandes images, on peut même tenir compte de 10 000 pixels, c'est ça, hein, 100 fois 100, ça fait bien 10 000. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens dans ces images-ci qui sont plutôt petites. Mais donc voilà, moi je passerai en moyenne 11 par 11, ça peut être bien. Donc ça veut dire que là, si je clique sur cette zone-là, c'est la moyenne de 11 pixels qui va être prise en compte. Là, ça va encore, mais vous avez parfois des endroits où il y a de la texture et c'est beaucoup plus différent, les intensités de pixels, les couleurs de pixels qu'on a. Voilà, par exemple ici, il y a plein de pixels différents. Mais voilà. OK, donc ça, c'est le réglage de la pipette. Bon, bah, quand on clique, ça sert juste à prélever la couleur, en fait, hein, elle arrive dans la palette des outils à cet endroit-là. Donc mais en fait, ça va régler toutes les pipettes, de tous les réglages dans Photoshop. Donc on va aller chercher un réglage, hem
bon, est-ce qu'on le fait de manière destructive ou non destructive? Manière destructive, ce sera par image réglage. Manière non destructive, ce sera par les calques de réglage, calque, nouveau calque de réglage. Voilà. Donc, manière destructive, donc modifier définitivement les pixels, c'est image réglage. Ce sont les anciens réglages de Photoshop. Et puis, à un certain moment, avec la version 4 de Photoshop dans les années 90, ils ont sorti les calques de réglage. Mais on va utiliser un calque de réglage tant qu'on y est. Comme ça, on peut revenir facilement en arrière. Si on sauvegarde l'image, on la ferme, on la réouvre, on pourra facilement revenir en arrière. Donc, il vous faut la palette des calques. Ce sera quand même plus simple. Et les calques de réglage, ils sont également accessibles par ici, en fait, hein. Voilà, donc ça, c'est pas une surprise pour vous. Normalement, vous êtes déjà des pros en Photoshop, hein. Donc, calque, nouveau calque de réglage, c'est la même chose que ici, dans le bas de la palette des calques. Alors, il y a deux réglages qui permettent de faire des corrections couleurs. Les deux réglages les plus utiles, niveau et courbe. Ils ont une approche différente des choses. On va commencer par courbe. Vous allez dans le réglage et courbe. C'est vraiment le réglage roi dans Photoshop quand on veut faire des corrections couleurs. C'est celui qui permet de faire énormément de choses. Le réglage des courbes. Donc, du coup, dans la palette des calques, vous devriez voir que vous avez ajouté un calque de réglage de type courbe et vous êtes en train de travailler sur lui. Dans le panneau propriété, ça apparaît. Alors, si on agrandit ça, ça ne fait pas grand-chose au niveau de la taille. Je pense que on pourrait changer un peu la taille du réglage, mais je confonds peut-être avec un autre logiciel. Bon, peu importe, hein. Il est assez grand chez vous, ça marche, hein. Ok, donc le principe, c'est que on va prendre la pipette ici grise, la pipette qui est remplie d'un liquide gris, voilà, et vous allez cliquer dans l'image et ça indique que la partie sur laquelle vous avez cliqué est grise. Et comme on le voit ici, chez moi, ça a fait très peu de corrections. Ça a juste augmenté un peu la quantité de lumière rouge, diminué la quantité de bleu, le vert est resté quasiment pareil. Mais alors là, vous allez pouvoir maintenant, et c'est le but, être créatif et aller cliquer à d'autres endroits. Et voilà, et vous voyez, vous arrivez à donner un côté chaud ou froid à la photo en fonction de l'endroit sur lequel vous cliquez. Là, ça m'a servi. Voilà. Donc là, par exemple, j'arrive à donner une ambiance plus chaude à la photo. J'ai cliqué à un endroit. Euh, Peu importe en fait sur quel endroit vous cliquez, parce que c'est juste provoquer des réglages et quand vous en avez un qui vous plaît, vous arrêtez de cliquer. Voilà, c'est le c'est une pièce en dedans. Et si ça vous plaît, ce réglage-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ceci. Enlevez l'œil en face du réglage et ajoutez-en un nouveau. Comme ça, vous allez pouvoir tester. Voilà, courbe. Voilà, le nouveau réglage de courbe. Pipette grise. Et on va aller cliquer à d'autres endroits, tester. Donc, c'est intéressant. Ça vous donne plein de propositions, en fait. Évidemment, si vous cliquez sur du bleu, ça change beaucoup les choses, c'est certain. Ah, ça dépend, tu cliques par exemple, ou un athlète comme des bâtiments de top. Un gars compris le ciel. OK, donc voilà, voilà. Et donc vous avez à la fin plusieurs réglages et il faut tester. Il faut enlever les yeux, remettre, comparer. Ici, franchement, la différence n'est pas énorme. On va pouvoir tester avec d'autres images. Enregistrez quand même, quand vous avez eu un réglage qui vous plaît, enregistrez l'image, fichier enregistré. Et vu que c'était un JPEG et que vous avez ajouté des calques, il dit tiens, il y a une Sakweken Van VC, il y a des calques, on ne sait pas mettre des calques dans un JPEG, donc je propose d'enregistrer au format Photoshop. Voilà. Ok, ok. Donc je passe au suivant et je vais ajouter le calque de réglage de type courbe et tester avec la pipette grise. C'est quoi le nom du dossier de l'ordi? Voilà. Ah, ça change quand même beaucoup, hein. Quand je clique sur les nuages ici, l'ambiance est quand même beaucoup changée, hein. Déjà, un peu vers l'ordre. Et puis, Voilà. Alors, donc, le principe, c'est que j'enlève l'œil et j'ajoute à nouveau un calque de réglage courbe. Bon, tout ceci pour être scripté, pour que les calques, en un clic, on en fasse plein pour pouvoir tester. Ok, pipette grise. Donc ça, c'est très simple, hein. Vous avez
des... Elle est ça, On est bien en moyenne 11 par 11 parce que sinon c'est un seul pixel qui est pris en compte et ça ne va pas. Ok, donc voilà. voilà. Ouais, le deuxième, là, j'ai quasiment rien fait comme correction. Non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Ok, voilà. Dit van mij, van dit laptopje daar. Is Ok. het Alors, il est techniquement possible, bien sûr, de faire des corrections sur certaines parties de l'image, de faire des sélections, de corriger que le ciel, que la plage, etc. Mais à ce moment-là, il y a un danger, c'est que on arrive à des incohérences au niveau lumière. On va sentir qu'il y a de la retouche. Si vous avez trop corrigé chaque partie différemment, il risque d'y avoir un truc bizarre au niveau de la photo. Voilà. Oui, pas nécessairement sélection d'objets, hein, c'est... Yes, collection d'artworks. Vous avez aussi dans Photoshop un outil pour remplacer le ciel, hein, mais ça, c'est plus radical, hein. Non, non, il y a possibilité de faire des sélections de plein de manières différentes, mais surtout pas le lasso et la baguette magique, c'est ce qu'il y a de pire. Il existe des évolutions. Il a fait. Non plus, les sélections en rectangle non plus. Non, il faut vraiment utiliser... Oui, vous avez cité la sélection d'objets, mais sinon, il y a aussi la plage de couleurs dans le menu sélection qui est pas mal. Plage de couleurs et d'autres choses qui permettent de faire des sélections. Ah, il sera bien après le tour. Il fait dit, il faut qu'il listen. Mais c'est vrai que la sélection d'objets marche pas si mal, hein. Voilà. Il faut juste être sur le bon calque, hein. Si vous avez créé des calques de réglage, il faut revenir sur le calque d'arrière-plan et voilà. Ok. C'est toujours sont destructifs, mais c'est de façon. Voilà. Alors, si vous avez énormément de photos à retoucher rapidement, améliorer rapidement des photos, vous avez 300 photos et on vous donne 1 heure et demie ou 2 heures pour les améliorer toutes. Il y a une solution, c'est de scripter ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer à Photoshop où se trouve le dossier avec toutes les photos. Il va vous les ouvrir tout seul, une à une. Il va vous créer le calque de réglage. Il va vous donner la main à un certain moment. Ça veut dire que le script va s'arrêter et c'est vous qui allez choisir. Vous allez choisir où vous cliquez dans la photo. Dès que vous cliquez sur OK pour valider, il va, oui, pas nécessairement, si c'est un calque de réglage, il n'y a pas OK, mais dès que vous allez avoir fini avec ça, il va vous enregistrer l'image et réouvrir la suivante. Et donc, il est possible de faire 3, 4, 5 images par minute, peut-être même plus, par cette méthode-là. Voilà. 3 images par minute, ça fait 20 secondes par image. Pour aller cliquer avec la pipette grise à différents endroits d'une image et décider quel est le meilleur résultat, ça peut être une solution. Donc, techniquement, scripter et faire le traitement par l'eau, ce qu'on appelle le batch en anglais, ça peut être très intéressant pour retoucher rapidement plein d'images. Cette fois que c'est des C'est pas le processeur d'image. Le processeur d'image, il sert juste à transformer des images d'un format vers du JPEG, du PSD ou du TIFF. Non, non, c'est du traitement par l'eau. Ça ressemble au processeur d'image, mais c'est beaucoup plus souple parce qu'on fait ce qu'on veut avec. On crée le script dans la palette d'action, et puis pour l'appliquer sur tout un dossier, on utilise le traitement par l'eau. Donc, ça peut être intéressant qu'on voit ça. Voilà. Mais quand même, disclaimer, warning, des photos non retouchées, ça peut être très bien, ça a un côté authentique. Par exemple, cette photo-ci, qui n'est pas retouchée, voilà, ça peut être intéressant pour faire des magazines. Dans des magazines, ça peut être très intéressant d'avoir des images non retouchées. Ne pensez pas que la retouche, il faut absolument la faire. Ça peut être plus mal que bien, en fait. Des photos non retouchées, ça peut vraiment avoir un côté authentique et intéressant. Exemple, ça c'est super important de s'en rendre compte. Parfois, retoucher une photo, c'est moins bien.
Et ce n'est pas la tendance actuelle, en fait. La tendance actuelle, c'est d'avoir des photos moins retouchées, plus authentiques. Si je tape, par exemple, ceci dans Bing, je tombe sur plein de magazines avec des photos, vous voyez ça? Est-ce que ça vous paraît retouché, ça? Je veux dire, en fait, on a même la photo, on l'a même traitée de manière à ce qu'elle soit moins bonne. Et ça, avec le réglage niveau, c'est possible. Je vous montrerai. Donner un côté plus haptique, plus oui, authentique, le toucher, comme si on avait la photo, voilà, quand on a récupéré la photo, c'est un Polaroid ou quoi, on ne sait pas trop, elle n'a pas été retouchée vraiment. Voilà, donc vous avez ici des exemples avec des photos, voilà, non retouchées, voire même retouchées pour qu'elles aient l'air de moins bonne qualité, qu'elles aient l'air plus vintage. Alors, il existe aussi les filtres photos dans Photoshop. Vous avez peut-être déjà touché aux filtres photos. Ça vous dit rien? Vous donnez Ah si, ben voilà, des filtres photos, c'est aussi une solution. Ok, donc des magazines avec des images dont on n'a pas essayé d'équilibrer nécessairement la balance des blancs avec la pipette de... Voilà. Bon, celle-ci, clairement, oui, mais il y a une ambiance, mais les autres, ça fait moins retouché. Voilà. Donc, ça dépend ce qu'on fait, en fait, hein. Voilà. Donc, je vais rajouter le réglage des courbes, pipette grise et aller cliquer à différents endroits. Voilà. OK. Voilà. Bon, c'est parfois subtil, hein, mais je suis désolé, mais en graphisme et en photo, il y a parfois de la subtilité. Voilà. Et oui, je suis un peu moqueur, excusez-moi. Oui, en fait, oui, les films, l'applique passe par des souris. Voilà. Voilà, mais dans soi, dans le jeu, en fait. Non, je suis toujours dans la retouche avec la pipette grise du réglage des courbes. Et en fait, moi, j'ai essayé un Et donc, si vous allez voir vos réglages des courbes, surtout quand le réglage a quand même pas mal modifié l'image, comme c'est le cas ici, hein, je suis passé d'une image très froide à une image un peu plus chaude, ben vous voyez que ce qui se passe, c'est simplement qu'au niveau des tons moyens, donc les intensités moyennes, il y a eu des changements. Dans ce cas-ci, la couche verte n'a pas du tout, oui, la lumière verte n'a pas du tout été augmentée ou diminuée. Par contre, la rouge a été augmentée, la bleue a été diminuée. Donc voilà, c'est ce que le réglage ici vous fait automatiquement. Mais bien sûr, ceci peut être fait manuellement aussi. Ça, on va voir que manuellement, on peut contrôler absolument ça. Euh, L'avantage de la pipette grise, là, c'est qu'elle vous donne plein de possibilités rapidement et vous choisissez même des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. L'ambiance apparaît, ok, c'est bon. peu. Oui, si tu as une photo où il n'y a pas de gris, il faut le faire manuellement, mais on n'a pas encore fait manuellement, ou alors avec la pipette grise, c'est un peu du manuel. On clique et on voit ce que ça donne, hein. Oui, donc, On sort un peu, oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vais ici fermer les images. Oui, en effet, quand on clique avec la pipette grise, c'est pour du gris. Je vais réouvrir les JPEG ici. Voilà, ça, je vais classer par liste. Je vous rappelle que sur le Mac ou sur le PC, d'ailleurs, vous avez toujours intérêt, les dossiers, à les classer par liste plutôt que de faire l'affichage par icône. Ça vous permet de faire plein de choses, notamment ici, ce que je vais faire, c'est que je vais classer par type, ce qui me met tous les PSD là au-dessus. Clic majuscule, clic droit, je vais indiquer que c'est retouché et en PSD, voilà. Et celle-ci, c'est le JPEG. Donc, petit rappel, pour aller vite sur les ordis, le classement par liste, c'est l'idéal. Je vais juste réouvrir ça et je réponds à ta question qui est intéressante en effet. Si j'ajoute un réglage de courbe, c'est plus inhabituel ça en fait, hein, ce que je vais montrer là. Voilà, réglage de courbe ajouté, pipette grise. Oui, quand on clique, on indique ce qui est censé être gris dans la photo. Et si on double-clique sur la pipette grise, voilà. Ah, ça ne marche pas ici. Il fallait faire autrement. Bon, c'est bizarre. J'ai dû
j'ai dû changer quelque chose. Il y avait un petit truc qui buguait ici. J'ai dû passer comme ça de masque à courbe. Ah, mais c'est peut-être parce que j'étais sur le masque, tout simplement. Mais oui, voilà pourquoi chez toi ça marchait. Parce que tu avais ceci qui était encadré, et chez moi, c'est ça qui était encadré. Et maintenant, quand je double-clique, en effet, j'ai ça. Et voilà, ça répond à ta question. Tu peux indiquer qu'est-ce que la pipette donne comme résultat. On commence pour bien arrive. Et, une question similaire. Là, moi aussi, j'ai fait ça. Donc, voilà. Bon, ça peut être intéressant. Oui, on donne une ambiance. OK. Tiens, et si je mets autre chose, allez, je vais mettre du rose. Évidemment, j'y vais un peu fort, hein. Voilà, oui, évidemment, ça marche. Mais c'est peut-être un peu trop fort. Il faut peut-être aller dans du gris légèrement coloré, en fait. Voilà. Ouais. Bien. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut remettre à zéro ceci? Mais et si tu faisais un nouveau cal de réglage, ça marcherait peut-être. Ça marche pas? Il veut pas? Peut-être qu'il va revenir. OK, on a ici réinitialiser les courbes. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. En tout cas, pour ce truc-là, ça ne marche pas. Non. Eh bien, en effet, bonne question. Comment est-ce qu'on remet? Bon, il faut manuellement remettre du gris, au fait, hein. Mais ce sera la même grille qu'on va remettre. Mais si, tu vas remettre du gris à intensité 50 voilà. 50 de luminosité, 0 de saturation. C'est certainement comme ça que c'était réglé avant. 128, 128, 128, ça, c'est les valeurs RVB de ce gris-là. Voilà. Et là, je pense qu'on est revenu au réglage comme avant. Voilà. Donc, oui, honnêtement, je ne comptais pas en parler, mais tu as posé la question, tu as bien fait. Ça peut servir à mettre autre chose que du gris. Alors, je vous montre ceci, mais on ne va pas le tester tout de suite, et je pense que je vous donnerai plutôt une vidéo à ce propos. Il y a l'outil échantillonnage de couleurs qui est derrière la pipette normale. Et là, quand on clique, ça fait chaque fois un petit numéro, vous voyez. Bon, j'ai cliqué 3 fois, c'est suffisant. Maintenant, je vais bouger éventuellement ça. Et dans la palette information qui s'est ouverte toute seule, un menu fenêtre information, mais elle s'est ouverte toute seule dès que j'ai utilisé cet outil, on voit quelles sont les valeurs qui sont derrière les échantillons. Derrière les 3 échantillons, quelles sont les valeurs? Là, j'en ai perdu un. Ça, c'est le 3, ça, c'est le 2, et on a le 1 qui doit être quelque part, mais vu que mon image est complexe, j'arrive pas à le trouver. Ah, c'est malin. Ah, il est là. OK. Donc, voilà. Il y a possibilité d'indiquer qu'on veut voir les couleurs CMJN. Qu'est-ce que ça donnera en CMJN? Donc, on est dans une image RVB, mais on voit, une fois qu'on aura converti d'une manière ou d'une autre l'image en CMJN, ce que ça donnera. Si vous avez des points d'exclamation, c'est sans doute que la couleur est trop vive pour du CMJN, mais c'est pas grave. Ce sera rabattu, ce sera transformé. Enfin, tout ça, c'est de la correction couleur, ce qu'on appelle de la chromie, de la photogravure. Voilà, vous n'allez pas utiliser ces échantillons, vous, en fait, hein. Je pense pas, c'est un peu pointu, à moins que vous soyez un spécialiste de la retouche couleur, c'est un peu pointu. Je vous montre ici voilà, j'ai tapé photocomposeuse WYSIWYG. Est-ce que vous savez ce que c'est le WYSIWYG? On vous en a pas parlé? Raymond vous a pas parlé de ça? Si, certainement. Il a sorti ça sans dire ce que c'est. Si, certainement, il a dû dire ce que c'était. Donc, il faut le savoir. Anciennement, les premières machines pour retoucher les photos, c'était à l'aveugle, sur des écrans noirs et blancs, en fait. Donc, retoucher en couleur sur des écrans noirs et blancs. Ça, c'est les années 80. Et donc, on faisait tout avec les valeurs.
les valeurs qu'on vient de voir, les pipettes, il fallait régler et se fier aux valeurs. On ne voyait pas sur l'écran. Et what you see is what you get, c'est ça. C'est la révolution à un certain moment. Les écrans couleurs sont arrivés. La qualité s'est améliorée parce que les premiers n'étaient pas terribles. Et à un certain moment, on peut dire que oui, ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qui sortait sur le papier. What you see is what you get. C'est ça que ça veut dire le WYSIWYG. Donc, la technique que je viens de vous montrer juste avant avec les pipettes permet, même sur un écran noir et blanc ou très mal réglé, d'arriver à des résultats bons parce qu'on se fie uniquement à ce qu'on obtient là, en fait. Voilà. Mais il y a toute une technique que j'explique dans une vidéo qui dure 50 minutes, je pense, et ça n'est pas extrêmement intéressant pour vous. Je voulais juste vous dire que ça existe. Voilà. Bien, alors on va arrêter un peu avec ces plages pour l'instant. Vous avez sauvegardé si nécessaire. Voilà, oui, c'est intéressant d'avoir sauvegardé. Et on va s'intéresser aux ours que vous avez pu télécharger. Donc, vous êtes allé chercher les 2 ours sur le serveur, ou alors vous utilisez ceux que vous aviez fait précédemment. Donc, c'est les ours détourés. Je vous ai fait, pour y accéder directement, un bit.ly à taper dans la barre d'URL du navigateur si par la suite vous devez y accéder directement. Donc les ours détourés, donc sur le serveur, voilà, ils sont là, oui, téléchargeables. Je les ai ici et je vais commencer par le dernier sur lequel on avait travaillé, les immondes petits oursons avec leur non moins immonde maman. Allons-y. Quoi, ils sont pas immondes? Monsieur, Bien, donc on va réunir tout ça dans un objet dynamique. Quand je dis tout ça, ça veut dire le détourage de l'ours, le détourage de la patte et les pattes copie. Vous avez sans doute plein de calques comme ça. Vous faites clic, majuscule clic, et on va mettre tout ça dans un objet dynamique, un calque conteneur. Donc, clic droit à droite de n'importe quel nom de ces calques-là, et on peut demander convertir en objet dynamique. Où est-ce qu'il a mis? Il veut pas le faire parce qu'on a un calque. Non, c'est pas pour ça. Il est là. Ah, il est tout en bas. Oui, j'ai pas les yeux en face des trous. Ok, voilà. Euh, Ah, il y a des problèmes aux pattes. Oui, ok. Mais ça, tu veux dire? ouais, Oui, peut-être celui-là aussi. Oui, il y a des choses qui ça pourrait être amélioré après. Hein. Mais là, il faut qu'on avance. On va parler de la création des ombres. Donc, en fait, oui, vous allez enregistrer ça dans le dossier. Et en fait, tous les calques qu'on vient de réunir en objet dynamique sont toujours accessibles dans l'objet dynamique. Ça, on avait vu, hein, quand on double-clique sur l'objet dynamique, ça ouvre à côté. OK. Donc, ça peut encore être corrigé éventuellement après. Bien. OK, donc ce qu'on va faire ici, c'est créer des ombres, recréer des ombres pour qu'ils soient comme posés sur le sol. L'avantage aussi, avant de créer les ombres, l'avantage de travailler sur un objet dynamique, c'est qu'on va pouvoir mettre une marionnette dynamique. Mais ça, vous connaissez. Édition, déformation de la marionnette. Pour aller cliquer et donner l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus posés sur un sol plat. Parce qu'ils étaient sur un sol... vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient sur un sol qui était irrégulier. Et donc, il y a des positions de pattes qui sont peut-être un peu bizarres. pour moi, une immensité, je ne peux pas cliquer sur la maille. dynamique, Ouais. accroché. Donc, c'est menu édition, déformation de la marionnette. Sur l'objet dynamique, ça veut dire que quand je fais le petit V, j'ai dans la palette des calques la déformation de la marionnette qui est là. Avec le petit œil, je peux la désactiver. Vous voyez le petit travail que j'ai fait là pour repositionner comme s'ils étaient davantage posés tous sur un sol plat. Et quand on double-clique sur le mot déformation de la marionnette, on a à nouveau les punaises et on peut aller bouger à nouveau des choses s'il fallait. Voilà.
On peut pas, OK. On peut pas revenir en avec quand on a mis un point. Pas grave. Et on peut supprimer un point, bien sûr. Touche suppression quand il est supprimé. Et alors, je vous rappelle aussi l'astuce, la touche Alt, la touche Option sur le clavier qui permet de tourner. Moi, j'ai utilisé ça surtout pour les pattes ici. Voilà. OK, fichier enregistré. Je mets à jour le fichier sur disque dur. Je n'enregistre pas une nouvelle version avec un nouveau numéro. Voilà. Ils sont vraiment une montre. Celui-là, c'est le pire. Hein. Qu'est-ce qu'il est moche. OK. Après, Ouais, donc ceci apparaît seulement une fois que tu as validé avec le petit V la première fois la marionnette. Bien. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de faire quand j'ai fait la marionnette ici. Ouais, il y a un petit truc que j'ai oublié et je ne vous l'ai pas dit. Je vais juste voir ce qui se passe si je jette la marionnette. Ah oui, dans ce cas-ci, non. Non, ça va. On en reparlera plus tard. Mais normalement, quand on fait de la marionnette sur des objets à bord flou, il faut faire étendre le filet de la marionnette avant de commencer à jouer avec les punaises. Mais on verra ça peut-être pour l'autre ours, sur lequel ce sera peut-être un peu plus visible et intéressant. Oui, l'autre ours a du flou, plus que les trois ours qu'on a vus là-bas. Il a du flou et lui, il faudra absolument faire l'expansion du filet de la marionnette avant de commencer à jouer avec les punaises. Sinon, ça coupe, ça enlève le flou sur le bord. Bon, ici, on va dire que c'est bon, on ne va pas compliquer. Ok, donc l'idée ici, c'est de créer un nouveau calque en dessous et le remplir de blanc. Donc, vous avez le calque là qui est activé. Si vous cliquez sur l'icône plus dans le bas de la palette des calques en enfonçant la touche CTRL et PC aux commandes du Mac, vous avez un calque qui arrive directement en dessous. Sinon, vous cliquez sur le signe plus tout simplement sans utiliser aucune touche et vous le descendez manuellement en dessous du calque de l'ours, le nouveau calque. Et on va le remplir par du blanc. Alors, quand on fait des fausses ombres, il faut absolument que l'animal, enfin le sujet, soit pas trop près des bords de l'image. Actuellement, ça va, il n'est pas trop près des bords de l'image, c'est bon. S'il fallait, et on ferait ceci. Hein. Si le sujet était trop près des bords de l'image, on prendrait l'outil de recadrage et avec l'option fond transparent ou fond arrière-plan, mais en tout cas pas développement génératif et remplissage d'après le contenu, on ferait touche Alt et Shift, on agrandit, on valide avec le petit V, voilà. Vous pouvez essayer si vous voulez, agrandissez la zone de travail. Outil recadrage, option soit ici transparent ou arrière-plan, ça dépend si on a un calque d'arrière-plan ou un calque qui a de la transparence en dessous. Mais normalement, vous n'avez pas de calque d'arrière-plan là. Hein. Vous avez tous comme moi, donc voilà, forcément, vous avez tous l'option transparent. Et on prend les poignées et avec Alt et Shift, par exemple, on agrandit la zone et on valide avec le petit V. Et voilà, on a bien beaucoup d'espace pour créer nos ombres floues sous le sujet. Donc, je vous montre une méthode manuelle pour faire les ombres, les fausses ombres, recréer des fausses ombres. Et on parle ici d'ombres diffuses. La lumière est diffuse. Ce n'est pas une ombre projetée comme on pourrait avoir. Voilà, ombre projetée, ombre portée, ça s'appelle en anglais cast shadow. C'est ce genre d'ombre, c'est très intéressant, on verra comment les faire. La caractéristique, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet, ici c'est une fausse ombre qu'ils ont faite, voilà, ils se sont placés dedans, c'est un photomontage pourri, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet, ça devient de plus en plus clair et flou. Et on verra comment on peut faire ça, c'est intéressant. Les ombres projetées. Mais donc ici, c'est pas ce genre d'ombre dont on parle. Hein. On parle juste des ombres avec de l'éclairage qui vient de tous les sens. Voilà un autre exemple d'ombre projetée, voilà. Donc ça peut être fait manuellement dans Photoshop. Anciennement, il y en a qui utilisaient la 3D de Photoshop pour faire ça, mais la 3D a disparu de Photoshop. Et c'était un peu prendre un bazooka pour tuer une mouche.
Donc, voilà. Donc, sur le calque d'en bas, qui est activé, on va faire du remplissage par du blanc. Shift Delete. Il marche pas. Pourquoi il marche pas, Shift Delete? Ah si, Shift Delete, ça marche. Ok, mon Mac est un peu lent aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais... donc, c'est édition remplir. Et on choisit remplir avec blanc. Normal 100%, et vous cochez pas conserver les zones transparentes, parce que vu que le calque est complètement transparent, ça vous empêcherait de remplir quoi que ce soit dedans. Je le dis parce qu'il y en a qui, quand ils voient quelque chose à cocher, ils le cochent. Ok, non. Ah, c'est là qu'on remarque qu'il faudrait faire un travail sur le bord des ours, hein, parce que c'est un peu zarbi. C'est pas grave, ça peut encore être fait après, mais ça se fera dans l'objet dynamique, hein, sur les calques qui sont dans l'objet dynamique. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va garder comme ça, parce qu'il faut pas en fait passer trop de temps à retoucher quelque chose sans être certain qu'au final, ce sera vraiment le sujet qui sera utile et que vous allez garder au final, parce qu'on va amener ça dans une autre image, une image de plage. Peut-être on va tester, on va voir, mais peut-être que ce ne sera pas la bonne image de départ sur laquelle on a travaillé là. Donc, on a déjà fait beaucoup sur les pattes. Hein, voilà. Donc, normalement, avant même de faire les corrections sur les pattes, on aurait dû vérifier ce que ça donne, si ça donne bien dans le décor dans lequel on veut le mettre. C'est ça la bonne logique. Ok, donc on a du blanc ici, c'est bien. Eh bien, on va créer les ombres. Je mets à jour le fichier enregistré. Voilà, et on va faire ça, attention, et pour être certain que vous n'allez pas vous planter, on va verrouiller le calque d'en bas complètement, voilà, il est complètement verrouillé parce que je sais comment ça va. Il y en a, quand on fait les ombres, il faut les faire sur d'autres calques vides qu'on va créer, mais en fait, ils ont tendance à les faire sur le calque blanc. Et après, quand on veut bouger les ombres, c'est la cata. C'est verrouillé tout le... Oui, c'est le verrouillage complet, en effet. C'est pas le verrouillage seulement de la transparence, de la possibilité de dessiner ou de le bouger. C'est juste le verrouillage complet du calque, oui. Non, ça ne verrouille pas que le calque, ça verrouille toute la photo. Alors, vous créez un calque vide, voilà. Et sur ce calque vide, on va aller au pinceau faire une tache noire, mais pas n'importe comment. Donc, vous activez le pinceau tout à fait normal, pas le pinceau à turlute. Donc, si vous avez la touche verrouillage majuscule désenclenchée sur le clavier, et dans les réglages, c'était quoi encore cette option pourrie qui nous a ennuyé l'autre jour? C'était curseur. Voilà, dans les préférences curseur, il faut être en pointe standard, pas en standard. Sinon, ça fait systématiquement un pointeur qui a l'outil. Pointe standard, voilà. Je ne sais pas pourquoi l'autre jour, quelqu'un avait échangé ça. Mais voilà, donc tout verrouillage majuscule pas enclenché sur le clavier, donc le caps lock, vous voyez. Donc vous enfoncez CTRL Option, donc CTRL Alt. Sur le Mac, c'est un clic gauche. Sur le PC, ce sera un clic droit. Vous bougez de gauche à droite et de haut en bas. Et en fait, de haut en bas, il nous faut une brush super floue. Donc dureté 0%. C'est ça qu'il nous faut quand on fait de haut en bas. Donc c'est les touches CTRL Option, CTRL Alt sur le clavier. Clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC et on bouge de gauche à droite. Ah oui, sur le PC, il est possible que juste la touche Alt, la touche Option suffise, mais bon, voilà, vous voyez, ça ne peut pas faire de tort d'enfoncer les deux. Et alors, il nous faut une grosse brush, voilà. On va faire une grosse brush comme ça, c'est bien. Et alors, on va dessiner en noir. Noir. Donc, je mets ici du noir dans la case de premier plan avec la petite case de réinitialisation éventuellement, voilà. Et alors là, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Concentrez-vous. Il faut positionner la souris et cliquer. Et puis, relâcher le bouton de la souris. Il ne faut surtout pas appuyer et bouger. Voilà, vous avez mis une tache noire au centre du calque. Voilà, voilà. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop grande et qu'elle aille jusqu'au bord de l'image, mais là, ce n'est pas le cas. Ça va. Bien, donc ça, c'est l'ombre de base. Ok, je vais, pour la démo, l'appeler ombre de base. Voilà, et je vais travailler sur une copie de ça.
Je vais la prendre et l'amener là. Par exemple, c'est une des solutions pour obtenir une copie. Et je vais enlever l'œil en face de l'ombre de base. Je travaille sur la copie. Et là, il va falloir que je fasse de la transformation manuelle sur l'ombre. Donc, ça va être édition, transformation manuelle ou le raccourci CTRL-T sur PC, Command-T sur le Mac. Vous avez donc un cadre qui entoure ça, mais peut-être que vous l'aviez juste avant aussi. Hein. Là, je vais valider sans avoir transformé pour vous montrer que, en effet, si dans l'outil de déplacement ici, vous avez ceci qui est coché, en permanence, vous avez ces cadres qui apparaissent autour des éléments. Moi, ça me dérange. Hein. Personnellement, je trouve ça dérangeant, mais je suis un vieux de la vieille. Vous allez voir, en fonction du moment où vous êtes arrivé dans l'infographie, vous allez prendre des habitudes et vous allez rencontrer après des gens qui travaillent différemment, qui sont arrivés plus tard et qui, eux, voilà, ils travaillent différemment. Parfois, c'est intéressant de travailler comme eux, parfois pas. C'est à vous de voir. Chacun ses habitudes. Donc moi, dans l'outil de déplacement ici, je n'ai pas activé les options de transformation. Et je dois donc forcément faire commenter. OK. Et alors, je vais redimensionner. Voilà. Et écraser avec la touche Shift. Voilà. Et ça donne comme une ellipse floue en perspective sur le sol. OK, il te dit que les filtres dynamiques vont être désactivés. Le problème, c'est certainement que tu es en train de travailler sur l'image de l'ours. Il est en train de te dire que la marionnette sera désactivée. Mais en fait, non, c'est sur l'image, c'est sur la copie de l'ombre qu'on est en train de travailler. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, tu annules la transformation par le petit ici, voilà, le petit sens interdit. Tu actives le bon calque et voilà, et on transforme avec la touche Shift, voilà. Et on va positionner, voilà. Et alors, l'idée ici, c'est de mettre une ombre sous la patte d'un des ours. Voilà. Vous voyez un peu l'idée? Un peu comme ça. Donc, je valide avec le petit V là au-dessus et je vais peut-être faire une copie de l'ombre pour mettre sous les autres pattes, en fait. Hein. Ça va être chaque fois un calque différent. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on va pouvoir les bouger, modifier leur opacité, etc. De manière très... Mais copier le calque, mais on peut le faire avec la touche. Hein. Donc, avec l'outil de déplacement et la touche Alt, voilà, vous pouvez déplacer comme ça. Ok, donc tu n'arrives pas à placer, ça cale. Mais c'est certainement à cause, donc, dans le menu affichage, le magnétisme peut-être. Voyons un peu si moi je l'enclenche, affichage, magnétisme. Ah ben oui, on n'arrive pas à placer où on veut, ça cale, ça cale, ça cale. Donc c'est affichage, il faut désactiver magnétisme. Voilà, tu fais bien d'en parler. Et il savait expliquer ce que c'est. Ouais, ça, oui, là, c'est qu'il va avoir tendance à s'accrocher comme Oui, c'est pour que des éléments se collent ensemble parfaitement. Voilà, c'est comme des aimants, c'est magnétique. Ça peut être pratique parfois et parfois pas, ça dépend. Voilà, voilà. Donc à chaque fois, on crée un nouveau calque. Mais il suffit avec la touche Alt, la touche Option, de déplacer le premier. Puis je fais éventuellement Command-T avec la touche majuscule si je veux modifier. Touche Alt, c'est que le dépasse si vous ne faites pas une copie. Ah, mais c'est la touche commande, si vous la touche Alt. Avec quoi, il va modifier tous les cas. Option, pas sur Voilà. juste le. Ah tiens, je peux même en mettre ici en dessous. Voilà. OK, c'est bien. Vous avez aussi ce truc nouveau qui peut parfois être intéressant quand vous survolez les calques, en fait. Hein. Quand vous survolez les calques, vous avez un rectangle bleu qui vous indique où se trouvent les pixels. Ça vous le fait, ça?
Ok, donc si je veux par exemple modifier l'ombre qu'il a sous cet ours-là, je survole et je sais que c'est celui-là que je dois activer. Et voilà. Bon, c'est pas terrible, terrible comme résultat, parce qu'on n'est pas allé très loin dans la retouche, mais voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Ouais. Alors, vous avez toujours votre ombre de base. Bon, je vous montre à quoi elle sert. Il n'est pas interdit de quand même mettre un peu d'ordre dans la palette des calques. Donc, soit je fais ici sur toutes les petites taches des ombres. Regardez, ne le faites pas tout de suite. Je fais soit clic, majuscule clic. Toutes mes petites ombres sont activées, pas l'ombre de base. Et je demande que ça aille dans un dossier. Voilà. Mais j'annule. Parce qu'il y a aussi la solution qui consiste à faire un clic droit sur un des calques et demander de coloriser les calques. À la dernière ligne, ici, on a couleur et je peux le mettre par exemple en bleu, voilà. Et voilà, bleu, c'était peut-être pas la bonne idée parce que j'ai déjà du bleu. Ok, je vais mettre en vert comme ça, voilà. Vous voyez, donc comme ça, je vois que tous ces calques qui ont les yeux sur fond vert ben, font partie du même processus. C'est les petites ombres sous les ours. Allez-y, faites ça, la colorisation des calques pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Ça peut être très intéressant. C'est clic, majuscule clic, clic droit, et en dessous, on a couleur, et on peut aller choisir la couleur. Ah, oui. Donc, sans devoir même faire un groupe, quoi. Voilà. Pour la suite, vous regardez, et vous allez le faire après. Je vais prendre l'ombre de base, je vais la dupliquer en l'amenant, par exemple, sur le signe plus. Et en fait, ça va être la pénombre, parce que il y a évidemment une ombre sous les objets, sous les sujets, puisqu'ils empêchent que la lumière arrive à cet endroit-là. Mais il y a aussi la masse de l'objet qui empêche partiellement que la lumière arrive sur le sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pénombre. Alors, je vous montre la pénombre ici. Il faut que je l'affiche, hein, parce qu'elle n'est pas affichée. J'ai juste dupliqué le calque, mais je n'ai pas affiché. La voilà. Je vais donc faire une transformation avec la touche Shift. La voilà. Je vais l'agrandir. Faites-le après, regardez d'abord. Voilà. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Et il faut que je la fasse moins forte. C'est-à-dire que, bah oui, c'est toujours du noir 100% au centre là, mais je vais ici diminuer l'opacité avec le curseur pour la faire transparente comme ça. Voilà. Et je vais peut-être la dupliquer pour aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On peut faire 2, 3 pénombres. Et voilà, c'est déjà un peu plus réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hein, je pense. Voilà, allez-y. 2 zones de pénombre, c'est pas mal. J'enregistre ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une ellipse nette et puis mettre du flou après dessus Voilà, oui, parce que il va être possible avec, par exemple, l'outil ellipse, là je vais le faire sur un nouveau calque. Ne le faites pas, je vous montre juste pourquoi j'aplatis une ellipse floue. Parce que si j'ai une ellipse nette comme ça, voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire une vraie ellipse en fait, directement, plutôt que de transformer, voilà, comme ça, rempli de noir. Et que je mets du flou dessus. Filtre, flou gaussien, voilà. Mais ça donne pas du tout la même chose en fait, hein. Bon, celle-ci, je vais l'acheter, le cercle, c'était juste pour le cas où j'aplatissais. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, hein. La technique du cercle flou aplati au-dessus et la technique du cercle net aplati ou de l'ellipse nette sur laquelle on met un flou, on n'a pas cet effet de... C'est pas de dégradé, donc. Oui, on n'a pas cet effet de choses posées sur un sol, voilà. Oui.
c'est pas logique si c'est posé sur le sol qu'il y ait autant de flou à gauche et à droite qu'en haut en bas. Il en faut moins en haut en bas, quoi. Voilà, donc c'est ça la question. Personne ne me l'a posé ici, mais en général, c'est le genre de question qu'on me pose. Voilà. Bon, mais il ne sait pas. Ouais, bon, je mais quoi, c'est pas de votre question personne. Ouais, vous faites partie de l'élite. Tu es focus. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est que les ombres n'aillent pas jusqu'au bord de l'image. Si ça va jusqu'au bord de l'image, même le gris très clair, ça va se voir par la suite. Il faudra corriger avec la gomme, une grosse gomme à bord flou, parce que sinon, voilà, ça coupe les ombres. D'où l'intérêt d'avoir agrandi avec l'outil de recadrage, d'avoir agrandi la zone avant de faire les ombres. Bon, enregistrez bien ça, et puis on va tester ça après. Donc, les deux calques de pénombre, je pourrais même aussi les coloriser, quoi. Voilà. Comme c'est bien, franchement. Il fait. Il y a juste ces ours un peu pourris qui gâchent la scène, mais à part ça... Enfin, l'avantage, c'est qu'après, il y a mon image dans la vidéo. Là, au moins, ça améliore tout de suite les choses. Esthétiquement, on monte d'un niveau. Mais les ours pourris, ça ne va pas. Bon, il va falloir ouvrir les images d'origine des plages. On ne va pas prendre les images retouchées au niveau de la couleur. Ce sera mieux de démarrer sur les images d'origine. Pour la suite, vous ouvrez ça dans Photoshop. Voilà. Les autres plus tard. Les ours, on travaille sur les ours maintenant. On va transférer les ours dans une des plages. Voilà. Ou dans plusieurs, d'ailleurs. OK, donc, bon, je vais, par exemple, utiliser celle-là. Quoique celle-ci sera mieux pour commencer. Voilà, je vais utiliser celle-là. En fait, il n'y en a vraiment aucune qui convient parfaitement, c'est pas grave. Et voilà donc le principe que vous avez déjà appliqué. On va transférer l'image de l'ours vers la plage, mais dans un premier temps, uniquement l'image de l'ours. Donc, vous prenez le calque de l'ours, vous l'amenez sur l'onglet de la plage, vous descendez sur la plage, voilà, et voilà, vous avez les ours sur la plage. Et là, vous remarquez que au niveau de la correspondance couleur, en fait, c'est pas génial. Ça se voit que c'est un trucage, hein. Voilà. Je peux refaire la même chose avec une autre image de plage, d'ailleurs, ça peut être intéressant, quelle que soit l'image de plage dans laquelle j'amène les ours. Ah, alors, cette image-là, il y a un message sur les profils et on en avait parlé la fois passée, donc voilà. On va convertir vers du Adobe RGB. Apparemment, l'image de la plage ici est en Adobe RGB et l'image des ours est en sRGB. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous renvoie au cours précédent dans lequel j'ai expliqué brièvement les profils couleurs. Donc, dans ce cas-là, OK, voilà. Donc voilà, c'était un petit rappel. Vous avez vu comment transférer un calque vers une autre image. C'est hyper simple, mais on va les jeter. Vous allez jeter les calques que vous venez d'ajouter sur là ou les plages, parce qu'en fait, on va transporter l'ours avec ses ombres, évidemment. Donc, le plus simple pour transporter l'ours avec ses ombres, c'est de mettre l'ours et ses ombres dans un groupe. Donc, vous allez cliquer évidemment sur le premier calque là au-dessus, et avec la touche Shift, cliquez sur le calque de la pénombre en bas. Hein. Voilà. Donc, tous les calques intermédiaires se sont sélectionnés et vous allez cliquer sur l'icône du dossier. Ah, voilà, tout est allé dans le dossier. Voilà. Et je vais appeler ça donc les ugly ours et leurs ombres. Ils sont pas ugly? Si. OK. Oui. Les ugly ours et leurs ombres. OK, je peux enregistrer le fichier enregistré. Et je vais donc transférer vers une plage. Vers les plages d'ailleurs. Voilà. Ah, j'ai mal fait le truc. C'est malin. Je dois aller sur l'onglet et descendre. Voilà. Bon, là, il y a déjà un peu plus d'intégration. Est-ce que quand on bouge, tout bouge comme ça, ou est-ce qu'il y a un problème?
Il y a un truc. Regardez, si j'ai une option qui est enclenchée et que je commence à bouger, les ombres restent en place, c'est ça, hein? C'est foireux, j'annule, ou peut-être même que c'est une ombre qui bouge. En fait, c'est ceci, hein, quand vous avez dans l'outil de déplacement, vous avez ceci qui est coché, sélection automatique, ça pose problème parce que dès que vous essayez de déplacer le groupe, en fait, ça vous déplace un des calques du groupe. Donc, faites attention, outil de déplacement, sélection automatique ne doit pas être coché, on en avait parlé certainement, hein. Et puis ensuite, évidemment, vu que j'ai foiré un peu avec cet outil, il va falloir maintenant que je ferme le groupe. Il faut que le groupe soit fermé. Et dès que j'essaye de déplacer maintenant, ça marche. C'est tout qui se déplace. Donc, je l'avais mis aussi sur l'autre. Non, je l'avais pas mis sur l'autre. OK. Je vais le mettre sur l'autre aussi. Voilà. Voilà, et ça doit marcher. Sympa, ça. Les ombres permettent tout de suite de mieux intégrer les choses, mais alors elles sont peut-être un peu trop fortes par rapport aux ombres qui existent déjà dans le décor. C'est pour ça que parfois il faut aller sur les différents calques d'ombres, diminuer l'opacité. Mais on ne va pas s'en occuper pour l'instant, c'est déjà pas mal. L'autre fois, on avait parlé de faire un amener. Oui, par rapport à la ligne d'horizon. La ligne d'horizon représente à peu près 1,60 m. La ligne d'horizon qui doit se situer peut-être ici, elle est là. En fait, oui, elle est là, la ligne d'horizon. Voilà. Oui, donc il faut faire gaffe à ça. En effet, la position, la dimension qu'on va donner, mais pour l'instant, ça passe pas trop mal. Et je vais quand même tester dans les autres plages parce que c'est un peu trop facile, ça, hein. Voilà. C'est un peu trop facile. À aucun moment, les ours ne sont trop grands par rapport à l'image. Je veux dire, ils débordent pas, quoi. Ok, là par exemple, pour celle-là, on peut dire qu'ils sont quand même fort grands. On voit quasiment plus la plage. C'est peut-être un peu too much. On est d'accord? Oui. Ok. Là, il faudra éventuellement les mettre avec les mettre en plus petit, avec un reflet, mais voilà. Ok, donc je vous rappelle le principe. Enfin, il y a différentes manières de faire, mais moi, comment je ferais si, quand j'amène l'élément dans le décor, on a l'impression que l'élément est trop grand, mais en fait, c'est le décor qui est trop petit. Je vous rappelle donc le principe, c'est que je vais jeter le groupe et multiplier les pixels du décor et puis ramener l'élément dedans. Mais alors, je vais les multiplier avec le super zoom, tant qu'à faire, hein. Filtre, Neural Filters. Comme ça, l'intelligence artificielle va quand même un peu. Agrandi le sein, c'est ça? Je suis en train d'agrandir le fond. Je fais 2 fois plus de pixels en largeur, 2 fois plus en hauteur, donc 4 fois plus de pixels en tout. Avec zoom, par exemple, ici 2 fois. Voilà. Et en principe, ça devrait multiplier les pixels. Oui, mais après, le fichier il va être très lourd. Alors, le fichier va être très lourd. Tout est relatif. Donc, en ce qui concerne les fichiers Photoshop professionnels, il n'est pas rare d'avoir des fichiers de 1 giga ou 2 gigas maintenant. Donc, par fichier, on va certainement pas atteindre ça. Ok, donc là, ah tiens, il m'a fait, quand j'ai demandé à améliorer la netteté, il m'a fait ça, ce qui me laisse subodorer que c'est peut-être une trame, ça venait peut-être d'un magazine, cette image. Bon, peu importe, ça va, ça, on va faire avec. Donc, on doit dire. Fichier, c'était. Voilà, ok. C'est dans celui-là, voilà. Donc forcément, ça n'a pas marché, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, il me l'a mis ailleurs en fait. La version agrandie. Oui, la version agrandie, elle porte le nom sans titre. Oui, le Neural Filter, ça refait une nouvelle image en fait, hein. Donc c'est dans sans titre que je dois déplacer les ours. Voilà, là ils sont 2 fois plus petits que ce qu'ils étaient quand je les avais amenés ici. Voilà.
Donc, autant faire comme ça, hein, plutôt que de réduire le sujet, autant augmenter la taille du décor. Et le sujet, donc, est d'office réduit quand on l'amène. Enfin, il n'est pas vraiment réduit, quoi, vous comprenez. Voilà, alors en fonction de l'image, parfois les ombres seront trop fortes. Il faut donc aller à l'intérieur ici et, par exemple, pour les pénombres, aller diminuer leur, leur force, hein. Voilà, j'ai même fait sur 2 en même temps, clic majuscule clic, diminuer l'opacité. Voilà, voilà, parce que, elle était un peu trop forte, ça faisait un peu bizarre là, pour, une image qui était aussi claire, vous voyez? Donc les pénombres servent quand même, elles sont encore là, hein, elles apportent quelque chose. Si je les enlève de l'affichage, on voit que c'est pas tout à fait correct, mais je les ai faites moins fortes. Donc je vais aller voir sur les autres ici, par exemple, voilà, hem, ouvrir, activer, jouer sur l'opacité. Voilà. Même chose pour les ombres. Les ombres, on a dit, voilà. Il peut aller jouer sur leur opacité. Bon, il y a des ajustements forcément, qui doivent être faits. Là, on dirait que systématiquement, les pénombres étaient trop fortes, en fait. Bien sûr, elles peuvent être repositionnées, et cetera. Des ajustements toujours. Ah oui, ça, c'était la version non agrandie du décor. La version agrandie est ici. OK. Bon, ben, après, on va tenter, une intégration. Vous allez voir l'astuce. Moi, je vous donne une astuce, il y en a d'autres qui existent. On va éventuellement voir si on peut les tester après. Mais la chose de base, vraiment, c'est de corriger, le sujet. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on corrige également le décor. Et puis, il y a une troisième étape, si on veut aller encore plus loin. Donc, là, on va corriger uniquement le, sujet, les ours. Donc, au-dessus du calque, du groupe des ours, sur n'importe laquelle des 3 images, hein, vous faites ça sur n'importe laquelle des 3 images, vous allez mettre un calque de réglage de type courbe. Bien. Ce calque de réglage de type courbe avec, éventuellement, vous pouvez déjà tester avec la pipette, grise, si vous voulez. Vous cliquez à différents endroits des ours et voilà, vous avez la coloration des ours qui change, mais également, bien sûr, la coloration du décor. Alors, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'on avait vu ça ou pas? Je me souviens pas. Non, je pense pas, on n'a pas encore vu ça. Calque de réglage, comment faire en sorte que le calque de réglage n'agisse que sur ce qui se trouve juste en dessous. Oui, on avait vu ça? OK. Alors, la méthode, simple pour faire ça, pour enclencher l'écrêtage, c'est en ayant le calque ici activé. Je pense qu'ici, par le menu, on peut demander, de faire un écrêtage. Créer un est-ce que ça va être ça? Oui, c'est ça, créer un masque d'écrêtage. Annuler le masque d'écrêtage. Donc on crée ou on annule et ça met la petite flèche et donc le réglage n'agit que sur ce qui se trouve juste en dessous. Bon, il y a la méthode que je vous avais peut-être déjà expliqué aussi, c'est la touche Alt et cliquer entre les 2 vignettes, mais ça, chez pas mal de débutants, ça foire parce qu'ils bougent en même temps, ça fait des copies de calque, c'est foireux. Donc je pense que finalement, la technique du menu ici, pour les débutants, c'est pas plus mal. Créer un masque d'écrêtage ou annuler le masque d'écrêtage. Voilà. Et donc, du coup,
La pipette grise, on voit que ça n'agit vraiment que sur les ours. Voilà. Bon, mais ça, c'est quand même une méthode un peu aléatoire. Quand on n'a pas vraiment du gris quelque part dans l'image de référence, vous voyez, c'est une méthode un peu aléatoire. Donc, rien ne vous empêche de faire manuellement. Donc, la méthode manuelle va consister à aller sur chacune des couches. Ah tiens, ils ont changé les choses. Voyons un peu s'ils ont changé les choses vraiment. Ici, au niveau des raccourcis. Parce que les raccourcis m'intéressent quand même. Oui. Bon, il faudrait peut-être que je crée par la suite des raccourcis. Chez vous, je ne sais pas si ça va marcher, les raccourcis. Option, c'est option, hein, cette icône. Option, guillemets, double, guillemets simple, parenthèse. Chez moi, sur mon clavier tel qu'il est réglé, je n'arrive pas à passer avec les raccourcis d'une couche à l'autre. Non. C'est pas grave, je vais le faire manuellement dans un premier temps et après on pourra y recréer nos propres raccourcis s'il faut. Donc l'idée, c'est d'aller sur chacune des couches et de monter et descendre. Donc le principe, c'est des images RGB ici. Si je monte la quantité de rouge, ben, ça fait rouge. Si je diminue la quantité de rouge, et j'y vais très fort ici, ça fait couleur cyan. Bleu cyan, c'est ce qu'on obtient avec les deux autres couches, vert et bleu. Si je vais sur la couche verte et que je monte, c'est vert. Et si je descends, c'est magenta. C'est les deux autres couches, rouge et bleu, ça fait du magenta. Rose magenta. Et si je vais sur la couche bleue et que je monte, ça fait bleu. Et si je descends, ça fait jaune. Parce que c'est les deux autres couches, rouge et vert ensemble, ça fait du jaune. Quand on mélange les lumières. Si vous êtes habitué au mélange de pigments, ça vous paraît bizarre de dire que rouge et vert, ça fait du jaune. Mais là, on est en mélange de lumière. Donc, c'est le principe. Vous avez les trois axes, en fait. Hein, la quantité de bleu jaune dans la couche bleue, la quantité de vert magenta dans la couche verte et la quantité de rouge cyan dans la couche rouge. Donc, je vous laisse régler. Voilà. Oui, alors pour vous expliquer un peu pourquoi le rouge et le vert, ça fait du jaune, c'est assez simple. Ici, j'ai tapé diagramme chromaticité dans Google ou dans Bing et je vais commencer par la première image ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Ceci est censé représenter toutes les couleurs visibles par l'œil humain. C'est une schématisation. Et donc, vous voyez comment ça fonctionne, les couleurs. Quand vous avez des ondes courtes qui arrivent dans l'œil, c'est perçu comme étant du bleu. Des ondes longues, c'est perçu comme étant du rouge. Des ondes moyennes, c'est perçu comme étant du vert. D'accord? On parle bien de la partie du spectre des ondes électromagnétiques, la partie du spectre visible. D'accord? Sur toute cette partie du spectre visible des ondes électromagnétiques, il y a des ondes qui sont plus courtes, des ondes qui sont plus longues et des ondes qui sont entre les deux. C'est ce qu'on appelle les ondes moyennes. OK? Eh bien, là, vous voyez clairement que quand on perçoit du jaune, c'est quand on reçoit à la fois des ondes longues et des ondes moyennes. C'est perçu comme étant du jaune. Voilà pourquoi, dans le RGB, le jaune, ça se crée en mélangeant de la lumière rouge et de la lumière verte. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que dans certaines cultures, la couleur jaune n'existe pas. C'est juste une variante du vert. C'est juste un vert différent. Hein. Parce que en psychologie, il y a quand même quelque chose qui existe, c'est que justement, pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait un mot pour le désigner. S'il n'y a pas de mot pour désigner quelque chose, pour l'esprit, cette chose n'existe pas. Et c'est pour ça que dans certaines cultures, le jaune n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas de mot pour décrire le jaune. C'est juste un vert. Ça, c'est assez intéressant d'un point de vue philosophique. Alors, vous avez le magenta, qui est quand l'œil reçoit à la fois des ondes longues et courtes. Voilà.
Donc, c'est juste la petite démonstration ici. Alors, ce diagramme de chromaticité sert notamment, vous le voyez dans des magazines, dans des sites web techniques pour comparer des performances d'appareils avec les triangles. Là, ça vous dit quelque chose peut-être. Là, par exemple, ils sont en train de comparer, grâce à ça, qui est basé sur une expérience scientifique de 1931, au fait. Au moment où on a commencé à être un peu plus rigoureux au niveau des couleurs, parce que, voilà, l'industrie avait besoin d'être rigoureux au niveau des couleurs pour fabriquer des objets en couleur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des expériences à ce moment-là. Et donc, vous avez ici les cathode ray tubes, les tubes cathodiques. Quelle est la performance des tubes cathodiques? On voit qu'au niveau des verres les plus saturés, qui sont à l'extérieur du diagramme, puisque au centre, c'est ce qui est le moins saturé, eh bien, le CRT n'est pas très bon. Le LCD est meilleur, le LED est meilleur, le laser est encore meilleur. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Il compare différentes technologies d'affichage et le diagramme de chromaticité permet de visualiser ça. Voilà. J'en dis pas plus, je pourrais tenir des heures là-dessus, mais c'est pas vraiment le sujet. Voilà. Alors, que dire de plus? Écoutez, une fois que vous avez réglé un peu comme vous le souhaitez l'image des ours, il faut, pour bien faire, s'attaquer au décor, pour essayer que les ours s'intègrent mieux au décor. Et pour ça, vous allez activer le calque du décor et vous allez demander d'ajouter un nouveau calque de réglage de type courbe. Calque de réglage de type courbe qui va se mettre juste au-dessus du décor. Et donc là, il n'y a pas besoin de l'écrêter. Si je l'écrète comme ça ne sert à rien parce que de toute façon, l'écrêtage, c'est pour que ça n'agisse que sur le calque d'en dessous. Mais comme il n'y en a pas en dessous, il n'y a que celui-là, ça ne sert à rien, vous comprenez. Donc, dans ce cas-là, pas besoin d'écrêter. Et là, je peux commencer avec la pipette si je veux, déjà faire des petits tests, voir un peu si j'arrive à influencer la couleur, l'ambiance. Voilà. Et puis, manuellement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je vais aller modifier les quantités lumière rouge, vert et bleu. Donc, c'est l'équilibre des couleurs. C'est un peu la balance des blancs, en quelque sorte. Vous créez l'ambiance que vous voulez. OK. À partir du moment, rien n'interdit de revenir sur le calque des ours pour aller corriger un peu aussi le calque des ours par rapport au décor. OK. Donc là, on se sert des calques de réglage pour contrôler la couleur. Il est possible aussi de s'en servir pour contrôler le contraste et la luminosité. Mais ça devient un peu compliqué si vous faites tout dans le même réglage. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter d'autres réglages rien que pour le contraste et la luminosité. Donc, on va avoir sur les ours le réglage qui sert à modifier la couleur, mais on va en avoir un autre au-dessus pour le contraste et la luminosité. Même chose pour le décor. On a le réglage ici qui sert à modifier les couleurs, mais on va en avoir un autre pour le contraste et la luminosité. D'ailleurs, je vais juste ici pour la démo indiquer que ce calque-ci, si j'arrivais à faire ça correctement, ce serait mieux. Voilà. Ça va être l'équilibre des couleurs pour le décor. Vous n'êtes pas obligé de renommer, c'est juste moi pour la démonstration. Et celui-là, ça va être sur les ours moches. Voilà. Les uglies. Il est beau pour moi qui est vraiment ça. Mais Non. What does this do me bon? Mais enfin, Mignonnerie. OK, ça marche. Ah. Est-ce que vous êtes arrivé à faire vos 2 calques de réglage pour un peu améliorer les choses? Si on enlève les yeux en face, je vous rappelle, voilà ce que ça donne, hein. Donc, c'est pas hyper génial. Avec le réglage sur le décor, ça donne ça. Avec le réglage sur les ours, ça donne ça. Et avec les deux, ça donne ça. Voilà.
Mais C'est magique. C'est trop performant. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer. Ben, écoutez, vous allez au-dessus du calque de réglage qui sert à modifier les ours. Vous allez en faire un nouveau. Donc, je vous rappelle, il va servir pour la lumière, en fait, et le contraste. Techniquement, on pourrait le faire dans le même réglage de courbe, mais ça va compliquer tout. Alors, je vous rappelle qu'ici, il faut faire en sorte qu'il n'agisse que sur les ours. Donc, menu ici, créer un calque d'écrêtage et on a la petite flèche, il n'agit que sur les ours. Et avec... Et pour Alors, c'est un réglage de courbe. En effet, j'ai parlé qu'on va régler la luminosité et le contraste. Et alors, vous voyez qu'il y a ceci. Ça, c'est pour Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Vous êtes des pros, vous n'allez jamais utiliser ce truc. Parce que ce qu'on utilise là permet de faire la même chose, mais beaucoup plus. On va pouvoir beaucoup plus contrôler le contraste et la luminosité. Voilà. Oui, il y a des gens qui utilisent le Photoshop en tant qu'amateur et ils aiment bien les... Donc, c'est bizarre. Dans Photoshop, on a des choses un peu amateurs qui cohabitent avec des choses un peu plus pro, voilà. Moi, j'aurais pas dû parler de Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et Pépé, il t'emmerde. Sérieux? Eh oui. Mais pourquoi il a pris pour lui déjà? C'est bizarre. don't hurry. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on vient au step. Voilà. Oui, oui, il se combine. On peut en combiner plein. On peut en combiner plein. Et donc, du coup, Pas la vibrance. On va pas mettre la vibrance là-dedans. La vibrance, c'est autre chose. C'est pour modifier l'intensité lumineuse, sauf en préservant les pots. C'est autre chose. On va mettre un point, deux points. Voilà. Et si on s'est gouré qu'on a mis un troisième, on peut l'enlever éventuellement en le prenant et en le sortant, tout simplement. Je réponds déjà à la question qui sera posée. Et on positionne les deux points. Si vous faites une courbe en forme de S, ça contraste. Si vous faites une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste. Voilà. Donc, c'est à la fois la luminosité et le contraste. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux, ça? peut-être pour ça, il n'a même pas fallu définir que c'était la luminosité. Ah non, hein, dès qu'on touche aux trois couches en même temps RVB, qu'on ne descende pas sur chacune des couches, ça gère la luminosité et le contraste. Voilà. Plus. Donc, je vous laisse chipoter à ça. Ah, c'est pas si évident que ça, hein. Alors, c'est vrai que ça fait des taches noires bizarres, là où il y avait de l'ombre. La photo était vraiment de mauvaise qualité, en fait, hein, mais bon. Certainement que la personne n'a pas osé s'approcher, mais pourtant, ils ont l'air gentils. Mais je suis sûr que les petits, ils arriveraient à peine à vous arracher un mollet. Franchement, les tortues ninja maintenant. Vous parlez de tortues ninja, n'importe quoi. Alors, Est-ce que vous souvenez du nom des tortues ninja? Michael, c'est ça que j'appelais. C'est ça exactement, c'est pour ça que j'en parle. C'est le nom des 4 peintres de la Renaissance les plus connus. Ah, sérieux? Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raffaello. Moi, je m'intéresse pas du tout aux tortues ninja. Mais dit qu'on m'avait dit que la sapétitine n'avait été pas parmi les autres. C'est pas que c'était dans le Oh. ok, donc on va maintenant travailler sur le décor. Ok, mais rien n'interdit de faire ceci, hein, plutôt que d'ajouter un autre calque de réglage là au-dessus du décor. Pourquoi je ne prendrais pas celui-là avec la touche Alt, je le déplace là, pas dans le dossier des ours, hein, là. Et ça fait une copie. Ben oui, pourquoi pas. Ça marche aussi. Voilà. C'est le permis de plateau d'une entourage du tel. Ok. Alors, bon, je ne l'ai pas dit, mais en faisant ceci sur les ours, bien sûr, on modifie à la fois les ours et leurs ombres. S'il avait fallu modifier seulement les ours, on serait allé à l'intérieur du dossier. Vous avez compris ça, hein. Mais là, je simplifie quand même, parce que c'est quand même une formation d'initiation, donc je simplifie quand même. Alors, voilà, il faut réactiver le... Voilà. Donc, je vais appeler ça lumière. Essaye d'écrire correctement. mais bon, ça dans un match sur la photo.
Alors, attends, je vais venir m'occuper de ton cas après. Donc, tu dis ça a quand même agi sur la photo. Ben oui, la copie du calque, forcément, il arrive avec les réglages qu'on avait fait sur les ours. Mais maintenant, il faut adapter. Et voilà, c'est ça. Ben, c'est juste pour montrer qu'on peut dupliquer un calque comme ça, avec la touche Alt en le déplaçant. Voilà. Donc, il faut arriver à régler ça. Alors, c'est difficile de tomber directement sur le bon réglage, en fait, quand on fait ce genre de choses. Donc, Voilà. l'idéal, c'est de mettre ça de côté, enregistrer, et travailler sur une autre image et revenir sur celle-là et vous allez voir, vous allez vous dire, mais tiens, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû corriger, voilà. Quand ça va, c'est la nuit, c'est les autres. Ah, mais Donc en général, ce qu'on dit quand on intègre comme ça un sujet dans un décor, c'est qu'il faut que la partie la plus sombre du sujet soit aussi sombre, ni plus ni moins que la partie la plus sombre du décor. Et la partie la plus claire, même chose. C'est pour ça que parfois on fait aussi ceci quand on a, et là je suis sur le calque de réglage des ours, on prend l'extrémité du réglage de manière à redéfinir l'intensité, vous voyez la gamme ici de luminosité, l'intensité de la partie la plus claire. Voilà, ça peut être intéressant parfois de faire ça quand, pour que ce soit mieux intégré en fait. Voilà. ah oui, ça, j'ai vraiment. Oui, et même chose pour la partie la plus sombre. Si c'était trop sombre par rapport au décor, je prends l'extrémité ici, je la monte pour que ce qui est sombre soit moins sombre. Ah oui, Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est subtil, je suis désolé, en infographie, il y a de la subtilité. Fallait aller élever les chèvres si vous aimez les choses pas trop subtiles. Personne n'aspire. Ah, euh, vous savez que j'ai parfois difficile quand je vois des chèvres et des moutons de voir la différence, moi. Parce qu'il y en a qui se ressemblent tellement, il y a des moutons qui ressemblent à des chèvres. Vous avez jamais vu cette vidéo du mouton qui se prend pour une chèvre et alors il est dans un troupeau de chèvres et alors toutes les chèvres à un certain moment sautent au-dessus d'une barrière et lui il se retrouve comme un con. Si, si, c'est trop drôle. Et alors si vous voulez vraiment vous la jouer pro, Ce qu'on est. ce que vous êtes, bon déjà je vais pour des raisons de lisibilité de la palette des calques, activer ce qui concerne les ours et leur mettre clic droit une couleur spéciale. Voilà. Ce qui concerne le décor, même chose, clic droit, je vais leur mettre une couleur. Voilà. OK. J'aurais pu faire des groupes, mais les couleurs, c'est pas mal aussi. Et je vais activer le calque tout au-dessus et mettre un calque de réglage de type courbe qui, lui, va servir à gérer tout le décor. Donc ça, c'est l'astuce de pro. Quand vous avez fait le réglage sur chaque élément, dans ce cas-ci les ours et le décor, il faut faire un réglage qui concerne tout. En même deux réglages. Le premier réglage, ça va être éventuellement pour les couleurs. OK, je vais l'appeler couleur sur tout. Là, on est d'accord, monsieur, vous allez faire un groupe avec tout l'hôtel. Non, j'ai pas fait de groupe, j'ai juste mis de la couleur par le clic droit. C'est une espèce de similé groupe, mais dans ce cas-ci, j'ai pas fait de groupe. OK. Et alors, je vais même aussi Ah oui. séparer les choses. Je vais faire contraste lumière et contraste. Et ça va permettre de donner aussi une ambiance colorée vraiment à l'image. OK, donc je suis sur le calque du dessus, j'en ai créé deux. Un sur lequel j'ai rien fait en fait au niveau du réglage, mais je l'ai appelé couleur sur tout. Et un sur lequel j'ai encore rien fait non plus, je l'ai appelé lumière et contraste sur tout. Donc celui-là, je vais les mettre 2 points et bouger. Et alors, il y a une astuce, parce que quand vous faites ça, vous allez peut-être remarquer parfois, ça peut être bien, mais parfois que les couleurs changent beaucoup quand vous contrastez. D'accord? Vous voyez ça? Ça change beaucoup les couleurs. Donc ça modifie la luminosité et le contraste.
Donc le contraste, c'est la forme que je donne à la courbe. Forme de S, comme ça fait en sorte que ce qui est clair devient plus clair, ce qui est foncé devient plus foncé. C'est le principe de contraster. Et la hauteur des points par rapport à la ligne diagonale, c'est évidemment la luminosité, hein, parce qu'on peut faire du contraste en assombrissant ou du contraste en éclaircissant. OK. Mais donc, le problème, parfois, c'est que ça modifie aussi les couleurs. Alors voilà l'astuce, la super astuce sur ce calque lumière et contraste. Si vous faites passer le calque du mode normal, je parle du calque de réglage là, du mode normal au mode luminosité, vous voyez la différence? Normal, luminosité. Eh bien, les couleurs sont davantage préservées si vous avez le calque de réglage en mode luminosité. Il va modifier la luminosité, mais moins les couleurs. Donc ça peut être intéressant. OK. Alors, tant que j'y suis, je vous montre aussi encore une autre astuce. C'est qu'en général, quand on règle le contraste comme ça, avec 2 points, on en ajoute 2 autres aux extrémités pour récupérer. Parce que si j'ai fait un fort contraste comme ceci, sur les parties les plus claires, c'est brûlé. D'accord? Sur les parties les plus claires, c'est brûlé. Et donc, parfois, on va ajouter un point là et baisser pour récupérer le détail dans les parties les plus claires. Même chose pour l'autre extrémité. On peut ajouter un point là et le monter ou le descendre pour régler l'intensité des parties les plus foncées. Vous voyez que ça n'agit que sur les parties foncées. Voilà, ça peut être utile, ça. Donc, une courbe à 4 points comme ça peut aider. Bon, ça devient un peu complexe à gérer, mais bon. Voilà. Et alors, je m'attaque à l'autre courbe éventuellement, si je veux descendre sur chaque couche et gérer la coloration générale. Voilà, est-ce que je veux que ce soit chaud ou froid comme ambiance? Voilà, je reviens sur la luminosité, je peux aller modifier la luminosité. Voilà, c'est un petit aller-retour comme ça. OK. Est-ce que ça amène quelque chose? En principe, ça doit améliorer l'intégration. Ces 2 calques du dessus qui ne servent que pour corriger tout, en fait. Voilà. Donc vous donnez l'ambiance colorée que vous voulez en plus, voilà. Le décor et les ours subissent les mêmes réglages et donc en principe l'intégration est plus réussie. OK, il nous reste peu de temps, donc enregistrez ça et je vais vous montrer l'usage de l'IA éventuellement, qui peut vraiment aider. Donc nous, on a fait manuellement les ombres. Oui, j'ai même pas repositionné, réglé la force des ombres et vous avez vu l'idée, hein, en fait, hein. Les ombres, elles apportent vraiment quelque chose. Sans les ombres, c'est pas génial du tout. Si j'enlève les yeux en face des ombres ici, voilà, ça fait ça. Donc, les pénombres et les différentes ombres. Ben oui, c'est l'idée. Voilà. Sans les pénombres, ça marche aussi moins bien, hein. Voilà, avec les pénombres, ça peut marcher un peu mieux. La force des pénombres doit être réglée, leur dimension peut être réglée encore. Voilà, leur position, etc. OK, la force de la pénombre, etc. Voilà. Donc c'est du cas par cas.
Bon, sur cette image ici de la plage là, on va faire un petit test avec l'IA. Donc je vais vous demander de jeter l'ours, voilà, et ses ombres. Vous voyez donc tout le dossier, les ugly ours et leurs ombres. Voilà. Ok, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais ici faire ceci. Vous allez tester après. Regardez juste, hein, je vais juste prendre le calque de l'ours, pas les ombres, pour vous montrer qu'on aurait pu éviter éventuellement, grâce à l'IA, le travail sur les ombres. Voilà, donc j'ai ici uniquement les ours sans les ombres, ça se voit, c'est un peu foireux. Et donc, ce que je vais faire, c'est les positionner et au lasso, là, je vais aller entourer le bas comme ceci. Et je vais juste demander édition, remplissage génératif. Je vais rien indiquer ici. Et ce qui est génial, c'est qu'il va non seulement faire les ombres, mais il va aussi faire le reflet parce qu'il a compris que c'est de l'eau et que ça reflète. Voilà, je clique sur générer. Il va faire 3 propositions d'ombre et de reflet sous les ours. Donc, les problèmes d'ombre pour intégrer les éléments peuvent être réglés par l'IA aussi. On a fait manuellement parce que vous êtes en apprentissage Photoshop et que ça peut être utile. Voilà. Donc, il y a 3 versions. Voilà. Et si c'est pas bon, j'en redemande des nouvelles. Voilà. Il a Voilà. On peut dire que ça, c'est bien. Voilà. C'est rapide, quoi. C'est ça. Vous avez juste noté ombre. J'ai rien du tout noté. Il savait ce qu'il devait faire. Voilà. Oui, parce qu'il y a un reflet dans la voiture. Bon, maintenant, si on veut bouger les ours, évidemment, ça va foirer. Ouais. Il y a un masquage à faire et même, il faut qu'il soit vraiment en place à la bonne dimension quand on fait ce genre de choses. Allez-y, testez. Testez ça. Ouais, On va peut-être Oui, au fait, s'il y a des pattes qui sont pas bonnes. Ah oui, il a fait des pattes mouillées à l'arrière, c'est pas mal ça. Bon, il a raté une. eh bien, il suffit de l'entourer, de lui demander de refaire, hein, s'il a raté une patte. Ouais. Et c'était essayer de la faire. Ça va refaire un nouveau calque, édition remplissage génératif. il Il est malade. Ah ben voilà, j'ai entouré la patte, il me propose 3 pattes et il y en a peut-être une qui est un peu moins mauvaise que les autres. Peut-être. Tout scravé. Eh oui. C'est un peu frustrant, mais c'est l'IA, voilà, il faut s'y faire. Hein. De toute façon, quelle que soit l'époque à laquelle vous arrivez dans les arts graphiques, vous avez toujours quelque chose de révolutionnaire qui vient remettre en question tout ce que vous avez appris avant. Donc, il faudra s'y faire. Il y a pas de piste, il n'arrive pas. Dans ce son petit fait trop vite. C'est ça. C'est vrai, il arrive à peine à lire la chaîne. Donc, je suis communiste. Ah ben oui, vous pouvez ajouter des palmiers, c'est une bonne idée. C'est triste, Évidemment. voir ce qu'il va me faire si je fais ça. Quand vous indiquez quelque chose dans le prompt, évidemment, ça va ajouter. Là, ouais, mais des places en tout cas, j'ai mis un palmier réaliste, c'est franchement, il se twist, mais c'est bien. Avec toujours été là, regarde. Faut vivre avec son temps. Hein. Il y a plein de gens qui sont contre ça, mais moi je dis il faut connaître un minimum les techniques d'avant l'IA et ça peut vraiment faire la différence par rapport à ceux qui ne connaissent que l'IA. Alors, sérieux, c'est encore avant de voir les mecs. C'est vrai que c'est devant je vais mieux. C'est ouf parce que genre, il excède des autres. Et le palmier, il est où? Je lui ai demandé un palmier, il me l'a pas mis. Je sais pas, C'est un ours Paulette. Ah, Mais c'est pas mal ce qui c'est ça, juste quand même. Il est quand même énorme. C'est pas express quand même. Il fait un peu plus peluche, je trouve. Il est plus réaliste, mais il est presque. c'est ice tout. Et c'est là. Ouais, il a ouais, il est oui, il fait. Ouais, peut-être c'est celui qui est pas payé bélier, là. Genre de.
Là, tu peux avoir eu encore d'avoir vu le shit external, et puis t'as un PC clean. Le pad fait les deux sur la app. Ah, voilà. Il a mis des palmiers. OK, il m'a fait les palmiers. Voilà. Est-ce que c'est si l'IA comme ça, quand on génère un prompt, ça reste là, vous voyez par exemple un palmier dans l'eau, Oui. mais je ne sais pas si l'IA prend en compte ça ou pas. Apparemment, il en a pris compte. Il a mis un palmier dans l'eau. Parce que... ouais. Et donc, voilà. Oui, oui, oui. C'est intéressant. C'est d'ailleurs de... Alors, si je fais Alt-clic sur le palmier que j'ai ajouté, on voit forcément qu'il y a du décor autour. Donc, si je veux faire une correction couleur juste sur le palmier, il faut que je fasse une sélection par sujet pour bien faire. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Voilà. Avec la touche Shift. Ah ben non, il m'a tout pris. Voilà. On peut mettre une sélection de rouge, des cristals. C'est ça? Et puis, ajouter un calque. Mais en fait, même s'il n'est pas écrété, vu que la sélection va être ajoutée en tant que masque de fusion sur le calque de réglage, il est quand même complètement indépendant des autres calques. Oui, voilà. Je vais ajouter un calque de type courbe, puisqu'on avait démarré avec le calque de type courbe. Le masque s'est ajouté là. Il est modifiable, évidemment. Et là, je peux aller modifier l'intensité. Bon, pour le ciel, ça foire un peu, mais... on peut aller retravailler le masque et le contracter, etc., comme on avait vu la fois passée. Le masque, sélectionner et masquer, voilà, et aller dans décalage du contour. C'était pas décalage du contour. En principe, c'est où vous avez été. Donc, sélectionner et masquer, voilà, ça marche, oui, oui, oui. Il faut donc que le masque du calque de réglage soit activé. Je suis allé faire ce qu'on avait fait précédemment sur l'épaulage des ours, le décalage de contour. Voilà, le contour progressif, je suis pas sûr que ça va vraiment aider, mais quoique, si. Ah ben voilà, OK. Voilà, donc ça s'est amélioré. Ça, c'est dans quoi? Dans le menu sélection, sélectionner et masquer, mais en fait, vous obtenez parfois la même chose aussi quand vous double-cliquez sur le masque. Et vous avez sélectionné et masqué dans le panneau propriété, en fait, oui. Donc, si je regarde l'avant-après, avant que j'ai fait sélectionner et masquer, ça ressemblait à ça, voilà, oui, la sélection sur le palmier, et maintenant, ça fait ça. Voilà. Donc, j'ai réglé un peu le problème que le ciel avait été modifié par mon réglage. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, j'ai fait une sélection par détection de sujet, et j'ai ajouté un calque de réglage de type courbe. J'ai modifié l'intensité lumineuse, j'ai donc fait plus clair. Waouh. Ouais, j'ai fait plus clair. Et puis, j'ai dû aller dans la partie droite et sélectionner et masquer, menu sélection, sélectionner et masquer, pour aller travailler le masque. Et j'ai décalé le contour, en fait, voilà. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Finalement, je me retrouve avec pas grand-chose dans le masque. C'est une erreur. OK. Donc, le contour autour des ours peut encore être amélioré. C'est ce qu'on avait dit. Je vous montre rapidement. Donc, dans la palette des calques, je dois trouver l'endroit où se trouve l'objet dynamique qui contient les ours. Je vais aller double-cliquer pour entrer dans l'objet dynamique. Voilà ce que contient l'objet dynamique. C'est donc, ouais, tout le travail sur les pattes qui a été fait. Bon, éventuellement, je peux tenter de travailler sur les masques des ours, là, même s'ils ne correspondent pas tout à fait à leur silhouette, parce qu'on a ajouté des pattes qui débordent, mais vous voyez, on peut quand même aller sur le masque ici,
demander menu sélection, sélectionner et masquer. Et je vous rappelle ce qu'on avait fait précédemment. On avait augmenté le rayon, donc le flou, et on avait décalé le contour, décalage du contour. Voilà, décalage du contour. Et donc là, on arrive en principe à donner un peu plus de flou, un peu plus de flou. Qu'est-ce qu'on avait on avait joué aussi sur le contour progressif, en fait. C'était les 3 on avait joué sur les 3 là. Contour progressif, rayon et décalage du contour. C'est dans l'objet dynamique, le masque. J'ajoute du flou sur le bord des ours, voilà. J'aurais pu le faire avant de faire l'IA et le reflet, ça aurait été pas plus mal, hein. Mais bon, Comment ça est venu? j'avais remontré. Et quand c'est fait, je fais fichier enregistré, pas enregistré sous, pour intégrer dans le trucage dans lequel il se trouve. Et c'était donc dans ceci, voilà. Maintenant, peut-être un peu trop flou d'ailleurs. Ok, je vous remontre sur l'autre image. Sur laquelle? Sur celle-là, par exemple. Voilà, celle-là. Dans la palette des calques, on a donc quelque part l'objet dynamique qui contient les ugly ours. Ah oui, il s'appelle comme ça, pas de copie 3, mais en fait, il contient tout. Je double-clique sur cet objet dynamique. Voilà, voilà son contenu. Je travaille sur le masque des ours. Je vais dans Sélection, sélectionner et masquer. Donc, on a le contour progressif pour mettre du flou. OK. On a le décalage du contour pour décaler vers l'intérieur des ours. J'ai pas ce panneau-là qui s'affiche, moi. Et le rayon. Voilà, on va dire que j'ai amélioré les choses. Je fais fichier enregistré. Non, je fais OK d'abord, parce que je viens de faire ça sur une partie de l'objet dynamique, le masque. Donc, si ça ne fonctionne pas chez toi, il faut vérifier quand tu as double-cliqué sur l'objet dynamique, est-ce que tu es bien allé encadrer le masque là, cliquer sur le masque, et puis sélectionner et masquer. OK, si ça ne marche pas, je vais voir pourquoi ça ne marche pas chez toi. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné. J'ai amélioré le contour des ours, ils sont un peu plus dufteux. Je fais fichier enregistré. Ça réintègre dans le trucage photo. Ici, voilà, ils sont réintégrés en plus flou. Voilà, voilà. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est mieux vraiment ou pas? Il faudrait voir. J'ai quand même été un peu vite pour le faire. Ouais, si j'utilise la palette historique pour revenir en arrière, on va vraiment voir le flou qui a été mis sur le bord dans le masque de fusion de l'objet dynamique. Voilà, on voit vraiment les flous que j'ai ajoutés. Un peu fort peut-être, mais bon. Les images sont vraiment pas de bonne qualité, ça c'est le problème. Ok, j'avais fait la même chose ici, là aussi avec la palette historique, j'arrive à la voir après. Voilà. Voilà, voilà. C'est bien. Toujours garder des versions intermédiaires au cas où on se plante. Pas hésiter à faire manuellement si les choses automatiques ne marchent pas. Le flou sur le bord de l'ours, j'aurais pu le faire manuellement avec un masque et un pinceau. Enfin, voilà. Mélanger les techniques. Photoshop, c'est comme ça, il n'y a pas de règles. Il faut intégrer plein de possibilités techniques de Photoshop en soi et puis les ressortir, les combiner. C'est comme ça. C'est pas comme InDesign où le logiciel à recette, et ici, c'est moins des recettes. Voilà. Mais avec ça, vous allez déjà pouvoir faire plein de choses intéressantes, des petits flyers, hein, pour soirée mousse ours.